Certains l'appellent la pile de la honte, alors que d'autres, plus positifs, préfèrent l'appeler la pile des opportunités. Peu importe son appellation, on a tous des jeux de société à la maison qu'on a depuis peu ou trop longtemps sans avoir eu l'occasion d'y jouer la moindre partie. Eh bien aujourd'hui, je vous présente les 3 jeux que je possède déjà, auxquels j'ai le plus hâte de jouer pour la première fois. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans cette vidéo où j'ai décidé de vous présenter des jeux que je possède déjà depuis peu ou depuis assez longtemps et auxquels j'ai vraiment hâte de jouer pour la première fois. Je ne sais pas comment vous disposez ou organisez vos ludothèques à la maison. De mon côté, j'ai une bibliothèque ici avec des étagères donc où je vais ranger des jeux visuellement attrayants, des jeux que je connais déjà, des jeux normalement auxquels j'ai déjà joué, à quelques exceptions près. Et j'ai une autre étagère cachée, parce que celle-là vous êtes habitué de la voir, mais j'ai une autre étagère cachée qui n'est pas aussi attrayante que celle-là et qui est plus en bordel, qui est plus en désordre. Et c'est dans cette étagère-là que je vais ranger les jeux auxquels je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer ou auxquels je voudrais rejouer prochainement. Donc ça me permet d'avoir un peu 2 organisations dans cette ludothèque-là. J'ai des jeux dont je me souviens habituellement des règles assez vite et de l'autre côté, des jeux que j'ai tout simplement pas lu les règles encore ou que je veux sortir sur la table pour une première fois très bientôt. Et en regardant cette pile de la honte ou des opportunités, là, peu importe dans quelle équipe vous vous trouvez, bref, ces jeux que j'ai depuis trop longtemps ou peu longtemps, mais auxquels j'ai hâte de jouer, que je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc, j'avais déjà fait une vidéo semblable il y a de cela environ 2 ans, post-confinement, donc les jeux auxquels j'avais hâte de jouer avec des humains après les mois qu'on a passés en confinement. Et là, je me suis dit que, bon, on est dans un tout autre contexte, mais j'ai quand même des jeux auxquels je n'ai pas joué et que j'ai hâte de jouer, mais les raisons pour lesquelles j'ai hâte d'y jouer varient et aussi les contextes dans lesquels j'aimerais y jouer. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et tout au long de cette vidéo, vous pourrez m'inscrire dans les commentaires quels sont les jeux auxquels vous avez le plus hâte de jouer. Allons maintenant consulter ces 3 jeux dont je vous parle aujourd'hui. Et pourquoi ne pas commencer avec une boîte format géant que je vois sur mes étagères depuis pratiquement 2 ans maintenant. Il s'agit de Descent, Légende des Ténèbres, Acte 1. Un jeu pour 1 à 4 joueurs qui se joue sous forme de campagne composée, si je ne me trompe pas, de 16 scénarios pour un total d'environ une quarantaine d'heures. Et de mon côté, j'ai déjà eu l'occasion de jouer à la 2e édition de Descent, et j'ai eu l'occasion de jouer aussi à, Star Wars Assaut sur l'Empire, qui emprunte les mêmes mécanismes de jeu, mais dans une autre thématique. Donc, je suis familier tout de même avec l'univers, ou plutôt les mécanismes de jeu que Descent propose. Mais on a quand même fait ici des modifications entre la dernière édition et la retransfiguration, parce que ce n'est pas une 3e édition, c'est vraiment comme une nouvelle direction que Descent prend. D'ailleurs, l'acte 2 a été annoncé dernièrement. On devrait avoir des images de ça prochainement. J'ai hâte de voir si la boîte va être aussi massive que la première. Bref, ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Donc, je vous parle de quelques petites modifications qui m'excitent, qui m'attisent bien. Donc, la version antérieure de Descent donnait aux joueurs 2 actions par tour qui étaient principalement utilisées soit pour attaquer, interagir avec des objets ou se déplacer. Et ça faisait en sorte que c'était dispendieux, ça coûtait cher de se déplacer parce que tu veux te déplacer presque à tous les tours et ça te coûte 50% de ce que tu peux faire. Alors que ici, dans la retransfiguration de Descent, la nouvelle version, si on veut, la version la plus actuelle, bref, appelez ça
comme vous voulez. Ici, les joueurs ont le droit, à chaque tour, à un déplacement gratuit en plus de leurs actions, ce qui va donner vraiment une espèce de flexibilité aux joueurs, qui va leur donner la possibilité de se positionner plus facilement. Ça embellit un peu, si on veut, l'aspect tactique, stratégique, positionnement du jeu. Un autre truc dont je voulais vous parler, c'est la portée des attaques. Donc, la portée d'une attaque à distance était avant déterminée par le résultat des dés, ce qui faisait en sorte que on avait souvent tendance à se rapprocher le plus possible de notre cible pour éviter de manquer notre tir, parce que si tu atteins ta cible ou non, tu vas le savoir lorsque tu vas lancer les dés. Alors que ici, on connaît déjà la portée des armes, ce qui permet encore une fois de se concentrer sur l'aspect stratégique, le positionnement de notre personnage, parce qu'on sait, on connaît la portée de notre arme. Ce qui reste à déterminer, c'est si on va toucher la cible et le dégât qu'on va faire aussi. Donc, ces deux aspects-là viennent changer les petits détails qui me titillaient avec la version précédente. Et on a aussi, ça c'est l'éléphant dans la boîte, l'intégration de l'application qui, de mon côté, propose quelque chose de quand même assez génial, permet enfin de pouvoir jouer en mode full coopératif. Mais j'ai vraiment hâte de voir la place concrète que l'application va prendre ici autour de la table. J'avais l'impression que l'expérience de jeu était semi-physique, semi-digitale. Je suis curieux de vous entendre, ceux qui ont joué à la dernière version de Descent. Quelle est la place de l'application? Est-ce que c'est un jeu vidéo avec des bouts de carton qu'on déplace une fois de temps en temps? Voilà. Donc, j'hésite aussi à entamer la campagne en solo, en incarnant un seul personnage, ou en fait, je ne sais même pas si c'est possible, en incarnant un seul personnage. Je ne sais pas. Ou en incarnant deux personnages, ou bien, troisième scénario possible, attendre de trouver un autre joueur pour passer à travers la campagne avec moi. Vous pourrez me donner vos conseils là-dessus aussi dans la section commentaires. Autrement dit, j'ai hâte de jouer à Descent, Légende des Ténèbres, Acte 1, pour me faire un avis sur le jeu, surtout concernant l'intégration de l'application. Par exemple, que vous compreniez un peu mes craintes, je trouvais l'application trop présente dans Destinies, mais pas de problème pour Alchemist, Chronicles of Crime, même les demeures de l'épouvante, pas de problème pour ça. Donc, je serais curieux de vous lire à ce propos, mais peu importe, j'ai hâte de jouer pour vraiment voir comment tout ça se traduit, l'aspect et l'intégration du physique et du digital ensemble. On poursuit avec le deuxième jeu auquel j'ai le plus hâte de jouer récemment, c'est La Familia. Ici, on a un jeu hyper différent de ce que je viens de vous parler. On est sur un jeu d'équipe qui se joue uniquement à 4 joueurs, uniquement dans une configuration de 2 contre 2. Une thématique qui nous plonge dans le contexte des organisations criminelles, mafieuses des années 80 dans le sud de l'Italie. Ça fait pas mal différent de tuer des gobelins et des orques dans Descent, disons-le ainsi. Donc, premièrement, je ne suis pas un grand fan des jeux de contrôle de territoire classiques, disons-le ainsi. Et ici, on est vraiment sur du jeu de contrôle de territoire, c'est écrit, tapissé partout sur la boîte. Mais j'ai l'impression, ou plutôt j'ai l'espoir que les choses seront différentes pour La Familia. Donc c'est un jeu avec beaucoup d'asymétrie, premièrement, parce que tous les joueurs vont camper le rôle de famille, de la mafia, d'organisation criminelle, et chaque famille possède un plateau individuel avec des aptitudes et des capacités différentes, mais en plus, parce que ça, c'est pour le début de la partie. Mais en plus, en cours de partie, les joueurs vont pouvoir développer la puissance de leurs actions de façon progressive. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux de société. Le sentiment de développer quelque chose, le développement,
Délicieux. Mais il y a aussi la phase de planification qui a l'air géniale parce que les actions disponibles ne sont jamais exactement identiques d'une manche à l'autre. On peut décider d'utiliser ses propres pièces ou les pièces des autres joueurs pour effectuer des mini-actions ou payer beaucoup d'argent. Bon, de l'argent sale, là, mais ça reste beaucoup d'argent qu'on a travaillé fort pour obtenir quand même. Donc, ou payer beaucoup d'argent pour effectuer des actions hyper puissantes et développer son plateau personnel. Donc, pour la Familia, j'ai hâte de jouer parce que ça a l'air d'un jeu d'équipe hyper agressif, rempli de revirements de situation et aussi parce qu'il y a des fusillades, des laboratoires de production de méthamphétamine, de la corruption, des voitures piégées qui explosent. Bref, ça a l'air d'être tout simplement un bon 3 heures épique et inoubliable. Et pour ce qui est du troisième jeu dont je veux vous parler, auquel j'ai super hâte de jouer, vous allez voir que la raison et le contexte de celui-ci est complètement différent. Il s'agit de Le secret de mon père. Et d'entrée de jeu, je tiens à préciser que j'ai reçu une copie prototype de celui-ci pendant la campagne Kickstarter, donc il y a à peu près 2 ans, peut-être même un peu plus de ça. Et je vais d'ailleurs faire apparaître la vidéo dans le coin de l'écran si vous désirez aller jeter un coup d'œil à celle-ci. Donc, dans Le secret de mon père, on est sur un jeu pour 2 à 4 joueurs. Et non, mais non, pas de version solo pour Le secret de mon père. Alors, un jeu de placement d'ouvriers, gestion de cartes, gestion de ressources, avec 2 ou 3 twists particulières dont je vais vous parler. Premièrement, les générations. Après 3 rounds, environ 30 ans se sont écoulés et la génération actuelle prend fin avec le décès tragique du patriarche de la famille. C'est donc la génération suivante qui va reprendre le flambeau et le rêve, le désir secret du patriarche de la famille. Donc, d'une génération à l'autre, les joueurs, oui, vont perdre beaucoup de choses, vont perdre leur argent, vont perdre les ressources accumulées, mais vont également conserver certaines choses comme les améliorations faites à leur domaine, donc l'héritier de la famille dans la prochaine génération va hériter du domaine dans le même état qu'il était lors de la génération qui vient de se terminer et vont conserver également certaines précieuses connaissances scientifiques. Donc, même si on perd nos biens d'une génération à l'autre, on conserve quand même un aspect de notre machine qu'on a bâtie. Et pendant une partie, on va donc avoir plusieurs générations. Je crois que c'est 3 générations totales. C'est une twist qui permet concrètement d'éviter d'avoir des joueurs qui prennent trop d'avance sur les autres en cours de partie, puisque, après 3 rounds, on ramène tout ça pratiquement au même pied d'égalité pour tout le monde. Et ça, on ne voit pas ça souvent dans les jeux de société. Deuxièmement, l'aspect narratif et évolutif du jeu qui est géré, oui, par une application qui va offrir, oui, les grandes lignes de l'histoire qui va se déployer en cours de partie, mais aussi des choix qui seront offerts aux joueurs à certains moments, qui va introduire également des nouveaux éléments de jeu et qui permet d'effectuer des votes, parfois publics et parfois secrets lorsque nécessaire, mais surtout qui assure une bonne rejouabilité. D'ailleurs, c'est ce que je trouve intéressant dans Le secret de mon père, le fait que le jeu offre 3 scénarios, mais ce ne sont pas, je vais répéter ça, ce ne seront pas des scénarios linéaires avec une réponse à découvrir ou quelque chose à élucider qu'on ne peut plus rejouer une fois complété. Au contraire, ici, même si on a 3 scénarios, je veux dire, je me verrais facilement faire plusieurs parties du même scénario parce que c'est un cadre, en fait, le scénario. Mais vous allez voir, c'est très varié. Ce sont concrètement 3 scénarios qui offrent 24 dénouements différents. Et là, on parle juste du dénouement, là, de la fin du scénario, parce qu'entre les deux, entre le début et la fin, il va s'en passer beaucoup de choses, avec énormément d'embranchements, de choix, de secrets, de possibilités
etc. Donc, ce sont des scénarios ou ces scénarios précisément qui vont faire en sorte que chaque partie va évoluer dans une direction différente avec justement un plateau de jeu qui évoluera aussi selon le choix des joueurs en cours de partie. Un peu comme un jeu Legacy, mais sans aucune altération ou modification ou destruction du matériel. Bref, j'ai hâte de jouer au Secret de mon père parce que je n'avais pas été complètement emballé par le prototype que j'avais reçu, bien honnêtement. Bon, oui, la qualité de production est exceptionnelle. Mais j'étais sceptique au sujet de la rejouabilité. C'était un prototype, il y avait des bugs dans l'application, il y avait des trucs qui ne débouchaient pas, aucune image dans l'application, je veux dire, c'était vraiment en forme bêta, là, donc très drabe. C'était très, très bof à ce moment-là, mais le gameplay semblait intéressant. J'étais aussi sceptique de la durée d'une partie et aussi du sentiment de tout perdre à la fin d'une génération. Donc, j'ai très hâte de me faire une idée en jouant cette fois-ci à la copie finale. C'est pas nécessairement que j'ai hâte de jouer pour vivre l'expérience et tout ça, que je suis super excité, mais c'est juste de faire une comparaison avec l'idée avec laquelle je suis resté avec mes parties du prototype et maintenant la version finale pour pouvoir comparer les deux et pouvoir me situer à quelque part dans ce spectre qu'est la critique ou l'avis personnel de l'appréciation d'un jeu de société. Oh wow, je pense qu'on aurait pu mettre cette phrase-là sur un cadre avec ma photo, puis je suis sûr que dans 150 ans, les gens pourraient encore utiliser cette citation-là sur les forums futurs de jeux de société. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo et des 3 jeux que je possède en ce moment auxquels j'ai le plus hâte de jouer. Évidemment, lorsque j'aurai l'occasion d'y jouer à l'un de ces jeux, probablement que je vais saisir l'occasion pour vous en parler. Et présentement, ça ne paraît pas, mais probablement que si j'avais décidé de faire cette vidéo-là une semaine ou 2 plus tôt, je vous aurais parlé du jeu qui est présentement installé sur ma table. C'est justement en commençant à réfléchir au concept de cette vidéo que j'ai décidé de sortir ce jeu et de m'installer en solo. Donc, je ne peux pas vraiment vous le montrer en ce moment parce que ma caméra est installée carrément sur le plateau, mais il s'agit de Etherfields. Alors, Etherfields que j'ai décidé de sortir pour me lancer dans la campagne. Je viens de recevoir la version 2.0 en version française. Donc, je vais continuer d'y jouer. Ça fait déjà environ une douzaine d'heures que je patauge dans ce jeu. Alors, je vais continuer de me donner quelques heures d'expérience avant de peut-être vous partager un peu ce que j'en ai pensé jusqu'à maintenant. Mais d'ici là, je vous invite à me laisser en commentaire vos retours sur cette vidéo et surtout les titres des jeux que vous possédez et depuis quand les possédez-vous et surtout pourquoi avez-vous si hâte d'y jouer et pourquoi n'y jouez-vous pas immédiatement, là, tout de suite, là, allez chercher la boîte. Arrêtez de m'écouter. Allez chercher la boîte, installez ça sur la table. Les jeux, c'est fait pour être joués. Arrêtons de les emmagasiner un peu partout dans notre maison comme si c'était des bibelots, s'il vous plaît. Alors voilà, maintenant que je vous ai exhorté à jouer à vos jeux de société, je peux vous inviter également à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, me laisser un pouce vers le haut, c'est toujours apprécié. Et moi, je vous remercie grandement de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. 1, 2